nous reconnaissons que nous n'imaginons pas de situation de menace extrême à l'Europe qui ne susciterait pas une rapide réponse de notre part, quelle que soit la nature de cette réponse. La deuxième décision est que nous n'excluons pas la coordination de nos dissuasions respectives. La troisième, c'est le choix d'approfondir encore notre coopération dans le domaine de la dissuasion, que ce soit pour la politique, les capacités ou les opérations. Que veut dire coordonner en matière d'ogive nucléaire? Là, je pose surtout la question aux militaires, aux spécialistes du renseignement, mais tout le monde, évidemment, est bienvenu dans cette discussion. Marion Rettergem, vous êtes grand reporter, chroniqueuse à l'Express. Zoriana Agnac, vous êtes vice-présidente du comité représentatif de la communauté ukrainienne en France. Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie, vous publiez L'ours et le dragon, Russie et Chine, histoire d'une amitié sans limite, point d'interrogation. Vous avez été ambassadrice à Londres aussi. Aussi, oui. Et ce qu'on voit là, à Londres, fait date dans l'histoire de l'Europe de l'Ouest. Oui, absolument. En tout cas, sur le plan nucléaire. Autrement, il y avait eu ce traité de Lancaster House. Je sais que tout à l'heure, je crois qu'on va parler du corps expéditionnaire. Moi, j'avais assisté aux exercices déclarant l'opérationnalité de ce corps. Donc, c'était effectivement très important. Ça a un petit peu diminué avec le Brexit, bien évidemment. Et là, ça reprend dans une dimension beaucoup plus large et surtout avec l'aspect nucléaire et de coordination, même s'il faut quand même voir ce que ça signifie de manière concrète. Alors regardons précisément, pour entrer dans le concret, le nombre d'ogives anglaises et françaises par rapport aux ogives en général. France, 290 ogives, Royaume-Uni, 225 ogives. Comparaison avec la Russie, 4380 du côté de la Russie. Les États-Unis d'Amérique, on est à 4223. Si on y ajoute les Anglais et les... Voilà, on voit à quel point les deux puissances tiennent d'ailleurs, c'est évidemment pas un hasard, à s'être mises à peu près à équivalence. C'est équilibre, parce que si on rajoute tout, parce qu'on ne peut pas... La dissuasion est française est véritablement autonome. Elle ne participe pas au plan nucléaire de l'OTAN, mais il est évident qu'elle est comprise dans l'équation européenne de la défense européenne. Et donc là, on arrive à peu près à 5000 ogives. On dit des fois que les Russes en ont 5-6 000. Donc on est quand même à peu près à parité entre l'Occident et puis les Russes. Mais là-dedans, on n'évoque pas la Chine qui se développe à grande vitesse, qui a 300, qui se dirige peut-être vers 400 ogives et qui, à mon avis, dans les années 2030, on aura encore beaucoup plus. D'après, les avis sont partagés sur l'impact du nombre de têtes nucléaires, parce que certains militaires, je ne sais pas si vous en êtes, général Richoux, mais disent que ça n'est pas le nombre qui compte, puisqu'il suffit finalement d'une tête nucléaire pour détruire Moscou. Donc la dissuasion est aussi efficace avec un nombre limité de têtes nucléaires, même si dans le combat des grands blocs, évidemment, on joue à celui qui en aura le plus, mais on peut faire mal. La France seule peut faire mal à la Russie, et la France et la Grande-Bretagne peuvent faire mal à la Russie, et ça suffit à dissuader. Et ça donne évidemment, il faut insister sur le véritable nouveauté de cette déclaration, c'est la dimension européenne qui est beaucoup, largement, fortement mise en avant sur les intérêts vitaux qui concernent les intérêts vitaux français et britanniques sont les intérêts, oui, mais sur aux pays européens. Sur le degré d'urgence, parce que ces deux puissances, on sait très bien que la France est une grande puissance nucléaire, que le Royaume-Uni est une grande puissance nucléaire, mais le message que ça envoie, c'est qu'il y a même un problème d'urgence immédiat. Oui, je pense que cette annonce, elle est d'abord politique. Parce que concrètement, on ne comprend pas très bien dans quelle mesure et selon quelle modalité il y aurait cette coopération. Mais l'important, c'est de dire qu'on est ensemble jusqu'à l'usage du nucléaire. Bon, c'est clair, c'est un télégramme envoyé à M. Poutine, consistant à dire, si jamais vous nous attaquez en Europe, les deux puissances nucléaires autonomes du continent réagiront de façon coordonnée. Donc ça veut dire que ça remonte encore un peu plus le niveau de menace, entre guillemets, des Européens vis-à-vis des Russes, si ceux-ci devaient nous attaquer. Comment est-ce possible ? On a vu tous des simulations, mais vous qui êtes un peu dans les services secrets, même beaucoup, vous savez ça mieux que nous, théoriquement. On va mettre ça au passé, tout de même. Le président de la République descend dans l'abri Jupiter et puis donne l'ordre, dans le pire, dans l'ultime réponse, de frapper avec la puissance nucléaire. Mais on imagine mal ça. Et en même temps, le Royaume-Uni, qui est le Premier ministre Starmer, qui est aussi en visio, et puis ils décident ensemble
de tirer. Enfin, ça paraît. Churchill disait toujours, pour décider, il faut un nombre pair, et 3, c'est déjà trop. Donc de toute manière, la décision ultime sera toujours celle unique, solitaire, du président de la République. Je pense que quand on parle de coordination, c'est peut-être une coordination géographique, peut-être qu'on se répartit les cibles, peut-être que, etc. Mais je ne vois pas comment, ça sera certainement pas une codécision. C'est pas du tout comme ça, à mon avis, que c'est pensé, parce que jamais nous n'accepterons de remettre en cause l'autonomie de notre décision. Et écoutez, le président de la République, il est tout à fait dans le ton que vous dites sur le maintien de l'ambiguïté stratégique française, quoi qu'il en soit. Nous avons décidé de coordonner nos doctrines nucléaires de manière totalement inédite. À ma connaissance, il n'y a pas 2 pays au monde qui ont une telle intimité sur leur doctrine nucléaire désormais. Mais je l'ai dit, d'abord, ceci n'enlève rien à l'ambiguïté stratégique qui va avec nos doctrines nucléaires. Nous avons décidé d'une coordination, d'échanges stratégiques, de partenariats aussi opérationnels et capacitaires, mais l'un comme l'autre, nous restons pleinement souverains et indépendants dans le déclenchement et le pilotage de nos capacités nucléaires. Voilà, on comprend bien effectivement qu'on n'en est pas au téléphone et puis chacun appuie en même temps sur le bouton. C'est beaucoup plus compliqué que cela. En revanche, sur le partenariat capacitaire, il y a une chose très importante et de bon sens. Le Royaume-Uni a 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Nous avons 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, dont 2 à la mer pour les Britanniques et 2 ou 3 pour nous. Sachant qu'il peut y en avoir 1 ou 2 de vulnérables, ça double les capacités d'emploi et de dissuasion vis-à-vis des Russes. Parce que si on a 1 ou 2 sous-marins nucléaires qui est vulnérable ou exposé à une frappe russe, il y en aura toujours 2 autres qui seront en capacité de frapper. Donc en fait, on double la menace qui peut peser sur la Russie. C'est très important et ça, les Russes en sont tout à fait conscients. Effectivement, imaginons un peu Poutine qui lit ces dépêches-là. Il est là au Kremlin, il a déjà, disons, un petit préjugé contre l'Europe de l'Ouest, si on peut, on verra d'autres déclarations dans un instant, et il mesure là que le Royaume-Uni et la France lui disent très clairement « notre force se fait contre toi ». Oui, ils veulent montrer que l'Europe, l'Occident est un front uni, même si Trump n'est pas toujours opérant. Par contre, est-ce que ça empêchera véritablement Vladimir Poutine d'attaquer s'il le souhaite? On a bien vu, par exemple, dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan, que les deux sont dotés de l'armes nucléaires et ça ne les a pas empêchés de se bombarder mutuellement, ou même quand l'Ukraine bombarde la Russie alors que la Russie est dotée de l'arme nucléaire, c'est pas pour autant que la Russie jette une bombe nucléaire sur l'Ukraine. Donc c'est bien, mais je pense qu'il ne faut pas que, il faut pas que ça dissuade le front occidental de se munir en dissuasion conventionnelle. Écoute, regardez de quelle façon Poutine défie les Occidentaux. Hier déjà, il y avait les préannonces de cela. Réaction de Poutine, ça n'est pas du tout « là, je vais lever le pied ». Au contraire, il est en train d'en rajouter dans la brutalité à l'égard de Kiev pendant près de 10 heures, disent les autorités ukrainiennes. 400 drones, missiles lancés par la Fédération de Russie se sont abattus sur la capitale Kiev. Cette nouvelle attaque sur la capitale ukrainienne, qualifiée de massive par Zelensky, a fait au moins 2 morts, 13 blessés. Les forces russes ont ciblé 6 quartiers de la ville. Les bombardements, les débris de missiles, les drones interceptés ont touché des immeubles résidentiels, des véhicules, des entrepôts, des immeubles de bureaux. Il y a une façon là, quand on voit ces images très impressionnantes, comme un bras d'honneur qu'il adresse à l'Ouest en disant « mais moi je n'ai pas peur, tout votre nucléaire, tout ce que vous pouvez être là, rien ne me fait peur ». Oui, de toute façon, on est dans de l'infranucléaire aujourd'hui, même si de temps en temps, effectivement, il y a des menaces de Poutine ou des cinglés de la télévision. Mais là, je crois que l'analyse que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il est dans une phase victorieuse, et tant que les Américains n'auront pas fourni de nouvelles armes, n'auront pas livré la batterie Patriot supplémentaire et autres, ils peuvent se permettre de frapper, et ils le font au maximum. Je ne pense pas que ce soit une réponse aux Européens et aux décisions européennes de se réarmer. Il y a malheureusement eu une asymétrie assez spectaculaire entre les 2 registres, celui des Européens et celui de Vladimir Poutine. Emmanuel Macron
fait des déclarations qui sont effectivement intéressantes et importantes, mais qui sont quand même un peu des plans sur la comète, quoi. C'est-à-dire on va coordonner nos doctrines nucléaires. On imagine les officiers d'état-major se réunissant longuement pour essayer de mettre au point une doctrine d'emploi. Et pendant ce temps-là, Poutine frappe jour et nuit. Et malheureusement, ce décalage, ce sont les Ukrainiens qui en sont les premières victimes. Je pense que cette initiative franco-britannique, elle est bienvenue, parce qu'effectivement, c'est aussi une façon de dire, même si M. Trump et les armes nucléaires américaines sont retirées d'Europe, nous ne baisserons pas la garde, au contraire, nous nous coordonnerons. Mais malheureusement, on le sait, cette menace-là, elle n'a jamais été efficace jusqu'à présent, puisqu'elle n'a jamais empêché Vladimir Poutine de frapper en Ukraine. Mais je pense que Poutine a aussi compris que être la première puissance nucléaire lui donne une liberté d'action conventionnelle, parce qu'il brandit toujours cette menace, il sait qu'il fait peur avec une menace nucléaire, et c'est le seul pays, la seule puissance parmi les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU dotée de l'arme nucléaire à utiliser la menace d'une action nucléaire agressive et non pas dissuasive. Rappelez-vous, c'est vraiment jamais vu. C'est pour ça que le fait de lui répondre par une dissuasion franco-britannique est tout à fait légitime et bienvenu. Sur notre antenne avant-hier, le patron des services secrets français, je reviens à vous, Vincent Crouzet, Nicolas Lerner disait, chez les Russes, il n'y a pas seulement la manipulation mentale, il y a la conviction que l'OTAN sans doute leur en veut. Et donc, là, on va entrer dans une sorte de surenchère où ils vont dire « Ah, on est en train de nous menacer ». C'est un vrai problème de bulle informationnelle en ce qui concerne les dirigeants russes, et c'est là où je pense les services de renseignement occidentaux ont un rôle à jouer pour briser cette bulle informationnelle et parvenir à faire passer des messages cohérents aux dirigeants russes, qu'ils soient des services spéciaux, des dirigeants politiques, des hauts gradés militaires, parce que j'ai l'impression que au Kremlin, à Moscou, on s'enferme dans cette bulle informationnelle et on n'arrive pas à en sortir, notamment l'agressivité vis-à-vis de l'OTAN, qui est tout à fait préoccupante. Est-ce que ce soir à Moscou, la lecture de ça, c'est l'Europe nous défie ? Ah oui, je pense. Oui, bien sûr, mais depuis le début, depuis le début de la guerre, ils disent on est attaqué par l'OTAN en réalité, à tel point que des soldats russes qui ont été faits prisonniers en Ukraine ont été étonnés de ne pas voir des soldats de l'OTAN face à eux. Donc oui, c'est une propagande qui existe depuis le début. Oui, je suis d'accord, effectivement, ils doivent se sentir agressés, mais arithmétiquement, il n'y a aucun changement. Le nucléaire français additionné au nucléaire britannique, dont tout le monde connaît le nombre, ne change absolument rien sur le plan d'équation. Attendez, il y a une alliance. Oui, parce qu'il y a une alliance. Mais les Anglais sont compris dans l'alliance atlantique. Je rappelle quand même que les F-35 anglais vont porter la B-61, alors que nos Rafales sont autonomes avec notre propre bombe. Donc c'est pas tout à fait la même chose en fait. Je peux me permettre, je trouve que vous sous-commentez, parce que là on ne parle pas simplement de l'article 5 de l'OTAN où chacun se regarde et dit qu'est-ce qu'on fait, toi tu fais ça. Non, c'est quand même deux puissances nucléaires qui ensemble apparaissent ensemble à la tribune et disent on va agir de manière coordonnée. Alors c'est ce que je voulais dire ensuite, c'est qu'il y a un message politique qui est très fort, c'est-à-dire que au-delà de la dissuasion américaine, n'oubliez pas que nous sommes une puissance nucléaire avec grosso modo 600 ogives, donc on peut vous faire très très mal également. Et donc là, on anticipe, si vous voulez, à la limite, un retrait américain qui n'a pas lieu d'être et à mon avis qui n'arrivera pas. Mais on l'anticipe sur le plan politique et on s'affirme politiquement comme des Européens capables d'agir de manière autonome. C'est ça qui est important. Parce que sur le plan arithmétique, il n'y a rien de nouveau ce soir. On n'a pas construit des sous-marins, on n'a pas construit des ogives. C'est notre mode d'emploi, en fait, qui évolue. Et notre affirmation de notre capacité autonome. Michel Polaco, la révolution que nous vivons là, où on voit deux puissances nucléaires qui disent nous allons agir de concert, avec toutes les réserves qu'on entend, évidemment on comprend bien, mais elles disent on va agir de concert. En toute logique, ça fait 50 ans que nous sommes censés agir de concert, même si c'est dans un contexte qui est très légèrement différent, puisque la France a une dissuasion nucléaire qui ne fait pas partie des plans de l'OTAN et que les Britanniques ont une dissuasion nucléaire qui fait totalement partie du système otanesque et qui fonctionne de manière très très liée avec les Américains. Mais c'est pas nouveau et il est bien évident que de toute façon,
On ne peut pas imaginer, par exemple, une guerre nucléaire d'intensité dans laquelle les Français seraient spectateurs et les Britanniques acteurs, ou l'inverse. Ce n'est pas imaginable. Donc c'est bien évident qu'on est obligé de travailler ensemble, même si on a des différences d'appréciation sur les situations. Il est peu probable qu'un jour, il y ait une opération nucléaire d'envergure qui ne comprenne pas l'ensemble des pays de l'OTAN, les Américains bien sûr en tête, et les Français, parce que leur place est très très importante dans ce système. Sylvie Bermann. Moi, je maintiens que je vous trouve très tiède parce que moi, j'ai souvenir de beaucoup de coopérations où on disait on envoie un contingent ensemble, puis on est tout content parce qu'on envoie en Yougoslavie des brigades à 3 pays qui se mettent d'accord et on dit voilà, la coopération va bien loin. Là, on prend l'autre bout du spectre, c'est-à-dire on va à l'arme suprême et on s'unit par l'arme suprême. C'est quand même quelque chose de très impressionnant et c'est pas simplement c'est une sorte de signal politique, c'est plus que ça. D'abord, quand les Britanniques étaient au sein de l'Union européenne, ils détenaient déjà l'arme nucléaire et dans le cadre de l'OTAN également. Donc c'est une annonce qui est une annonce politique. Maintenant, la menace russe, elle est aujourd'hui infranucléaire. Donc c'est de cela qu'il faut parler. C'est ce que vous évoquez. Je maintiens, pardon. Je suis obligé de vous contredire. Là, j'ai envie de vous contredire. Pardon, mais imaginez un instant, si vous voyez à la place de voir Macron et Starmer, Xi Jinping et Poutine qui apparaissaient ensemble en conférence de presse en disant nous allons coordonner nos ogives, vous diriez pas oh oui, bon, c'est arithmétique, c'est simplement une addition, ça change pas grand-chose, c'est plus qu'une addition. Le terme qui me vient à l'esprit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est politiquement très important parce qu'il s'agit d'une émancipation. Au moins sur le plan politique, il s'agit de l'émancipation de 2 nations européennes. Alors nous, on est déjà très autonomes, bien sûr, mais les Britanniques s'affirment quand même s'ils dépendent des Américains, d'avoir une capacité autonome et d'être capable de s'émanciper par rapport à notre allié américain si demain il se passait quelque chose. C'est ça, en fait, la vraie révolution aujourd'hui. Et dans un domaine, le nucléaire, où comme vous le rappeliez très justement, en principe, chacun est solitaire. C'est son arme, mon bouton, ma décision. Voilà, c'est surtout vrai chez les Français, puisque même si les Britanniques sont souverains dans leur décision d'emploi de leur arme nucléaire, on sait que technologiquement, ils sont dépendants des Américains. On ne sait pas très bien dans les détails, parce qu'évidemment, ils ne donnent pas les modes d'emploi sur Internet, mais on croit comprendre que les Britanniques ont besoin d'un appui américain pour pouvoir lancer leurs armes nucléaires. C'est vrai que pour les Français, c'est un changement. Mais de la même façon que lorsqu'il y a quelques semaines, Emmanuel Macron a déclaré que la dissuasion nucléaire française pouvait en quelque sorte protéger une partie de l'Europe, c'est-à-dire qu'elle ne servirait pas seulement à défendre le territoire national, ça a été perçu, et à juste titre, comme étant une décision importante, parce que jusqu'à présent, nucléaire égale souveraineté nationale. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, même si nous sommes revenus dans le commandement intégré de l'OTAN, l'emploi de la dissuasion nucléaire française n'entre pas dans les processus de coopération otanien. Donc en ça, là on peut vous donner le point, c'est un changement important parce que, disons qu'on va discuter avec d'autres la prochaine fois qu'on utilisera la bombe atomique, c'est-à-dire, espérons-le, jamais. Dans la logique psychologique, quasiment, on dit depuis des années, avec Poutine, il faut avoir l'air fort, il ne faut surtout pas faire des resets. Il faut montrer qu'on est costaud. C'est ça. Est-ce qu'on y est ? On y est, et ça a commencé quand, rappelez-vous, Keir Starmer et Emmanuel Macron sont allés voir Donald Trump aussi ensemble, parce que Donald Trump fonctionne comme Poutine, c'est-à-dire ne voulait pas recevoir Ursula von der Leyen, mais voulait bien reconnaître les 2 chefs d'État et de gouvernement des puissances nucléaires. Et là, je vous rejoins, je trouve que c'est fondamental ce qui se passe, parce que c'est une européanisation du nucléaire. On avait commencé, si on reprend la chronologie, il y avait cet acte fondateur qui était les accords de Chequers en 1995, qui reconnaissait, où il y avait une reconnaissance des intérêts vitaux mutuels, puis les accords de Lancaster qui ont théorisé juridiquement tout ça. Mais là, la petite phrase, je trouve, qui est très importante, c'est quand Emmanuel Macron, on ne l'a pas entendu tout à l'heure, dit « Il n'y a aucun cas où une menace extrême sur l'Europe ne susciterait une réponse ». Ça, c'est vraiment, on est à la fois dans l'ambiguïté stratégique, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une menace extrême sur l'Europe, mais enfin, je pense que Vladimir Poutine a très bien compris le message, et que la menace extrême sur l'Europe, c'est lui qui est en train de la mettre en œuvre, et donc la réponse, elle est là, elle est avec 2 puissances nucléaires qui, encore une fois, il suffit d'une tête
7 pour détruire Moscou. Donc ça suffit à calmer quand même. Et est-ce qu'on franchit un cap, disons, dans le rapprochement? Est-ce que vous imaginez, pour dire les choses, à l'époque de De Gaulle, ce type de démarche? Ou est-ce qu'on est là dans une forme d'européanisation, qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse? Vous savez, il y a même eu une proposition de fusion entre la France et le Royaume-Uni. C'était au tout début de la guerre. En 1940, en juin 40. En juin, au moment où ça en juin merdait 40, pour complètement. mieux résister à l'Allemagne. Donc, dans le passé, il y a eu des tentatives de plus que de collaboration, même de fusion des deux pays, même transitoire. Oui, je pense que c'est important, mais effectivement, on l'a cité déjà à plusieurs reprises depuis le début de l'émission. Depuis ces traités de Lancaster House de 2010, il y a déjà une coopération franco-britannique étroite. Et d'ailleurs, c'est avec l'armée britannique que les liens sont les plus forts pour l'armée française. Donc on va dire que c'est une sorte de parachèvement de cette entente plus que cordiale. Quel est le plan maximal, Michel Polaco, entrant vraiment dans le détail technique? Si, là, évidemment, on parle de l'apocalypse, donc personne n'espère que jamais on arrive à de telles extrémités, mais si le Royaume-Uni et la France tiraient ensemble, puisqu'il s'agit de ça, comment est-ce que ce serait organisé? On voit ici les avions, et tout le monde sait qu'il y a aussi les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Alors, chacune des armes a son usage. L'usage des avions n'est pas le même que l'usage des sous-marins. L'usage des sous-marins avec les missiles intercontinentaux, c'est, je dirais, l'arme ultime et qui signifie a priori que Londres et Paris ont déjà été détruites, puisque nous sommes censés opérer une frappe en second et pas une frappe en premier. En revanche, les avions, que ce soit avec des bombes B-61 américaines sous des F-35 ou des missiles ASMP sous des Rafales, ce sont des armes qui peuvent être utilisées dans la grammaire nucléaire selon qu'on le veut, en ultime avertissement, en usage tactique, etc., etc. C'est-à-dire que, par exemple, nous pourrions avoir des forces qui seraient en difficulté, qui feraient qu'à un moment donné, nous serions plus capables, avec des moyens classiques et conventionnels, d'assurer la défense de nos intérêts vitaux et en particulier de notre territoire. Les Britanniques seraient dans la même situation et à ce moment-là, on pourrait imaginer qu'on utilise dans la gradation d'abord des avions, histoire de montrer qu'on ne plaisante pas, et ensuite, si vraiment on a été frappé, les missiles des sous-marins, mais les missiles des sous-marins, encore une fois, ça veut dire que la guerre est commencée et finie en même temps, parce que c'est la fin du monde, enfin c'est la fin de notre monde en tout cas. Est-ce qu'il y a des bombardements, disons, pas d'avertissement, parce que là on est dans un degré très grave, mais est-ce qu'il y a quand même une gradation du nucléaire? Oui, bien sûr. Les avions sont faits pour ça. Ils n'ont pas du tout la même puissance nucléaire qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui, avec ses 96 ogives, fait 1000 fois Hiroshima. Là, on est véritablement dans l'apocalypse. Là, effectivement, l'armement, l'aviation, ça peut être un ultime avertissement. On peut l'engager sur le plan tactique. Ça n'a absolument pas quelque chose d'anticité. Mais il ne me semble pas que la B-61 puisse être utilisée de manière autonome par les Britanniques. Pour moi, c'est une bombe qui appartient à l'OTAN et qui est sous clé OTAN. Et donc, les Britanniques n'ont pas véritablement de composante aérienne, tout au moins, qui soit autonome, alors que nous avons une. La parité, elle est au niveau des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ce qui n'est pas le cas des Tridents sur leurs sous-marins. Pardon ? Ce qui n'est pas le cas des Tridents sur les sous-marins britanniques. Enfin, il y a une ambiguïté sur la double clé. Mais la B-61, c'est certain que c'est une bombe de l'OTAN. Il y a 5 pays de l'OTAN qui portent la bombe 61. Elle appartient pas aux Britanniques pour en faire ce qu'ils en veulent demain matin. Ça, c'est absolument certain.